Bunny copper column, bunny silver column, I'm in love with you. Bunny paper column, why do you look solemn? I adore you too. How you rustle and sparkle and tinkle. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Ça y est, c'est fait. Ça fait quelques jours, voire quelques semaines même, que Macklin Celebrini, le nouveau joueur générationnel de la Ligue nationale de hockey, a signé son deuxième contrat. Et depuis qu'il l'a signé, je sais pas, ça fait combien de commentaires et de messages que je reçois. Hey, où la réaction au contrat de Celebrini? Comment tu vois le contrat de Celebrini? Ça a pris du temps parce que le contrat de Macklin Celebrini, je trouvais, méritait qu'on s'y attarde et qu'on fasse une analyse détaillée, une observation détaillée de son contrat pour plusieurs raisons. Et allons dans le vif du sujet tout de suite parce que, soyons honnêtes, 5 ans, 18,8 millions de dollars, 94 millions de dollars total. Dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, le 18,8 de Macklin Celebrini fait sourciller absolument personne. Je veux dire, à sa deuxième saison, il a été en considération pour le trophée Hart. Il a fait largement au-dessus de 100 points, 115 points, 45 buts pour Macklin Celebrini. De loin, même pas proche, le meilleur joueur des Sharks de San Jose. J'ai oublié combien de points de plus que son plus proche coéquipier, proche la cinquantaine ou même la cinquantaine passée. Bref, Macklin Celebrini is him. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on regarde en AAV, je le sais, vous regardez 18,8 millions, vous vous dites, ça n'a pas aucun bon sens. Où s'en va la LNH? Mais quand tu regardes ce qui a été signé cet été, je veux dire, Celebrini à 18,8, Leo Carlsson à 18, Connor Bedard à 15. Bon, 15 millions pour Connor Bedard. J'allais dire, Celebrini est quasiment le meilleur contrat du lot. 15 millions pour Bedard. Et j'ai qualifié Macklin Celebrini du nouveau générationnel. C'était Bedard qui était attendu comme le nouveau générationnel. Puis regarde, Bedard a 3 saisons dans le corps, Celebrini 2. C'est long, une carrière. Qui sait, peut-être que dans 15 ans, on va regarder et finalement Bedard va être un petit peu meilleur que Celebrini. Peu importe, sur cette durée-là de 5 ans, sur les 5 prochaines saisons, bon, les 6 en fait, parce que les contrats de Carlson et Bedard commencent cette année. Celui de Celebrini, il ne faut pas l'oublier, là, ça ne commence pas en 26-27. C'est pour la saison 2027-2028. Probablement que le contrat de Bedard est un peu meilleur, mais 18,8 millions pour Macklin Celebrini. Il n'y a absolument rien, personnellement, qui me fait sourciller de ce côté-là. Avec le contrat de Carlson, j'en avais parlé dans un épisode précédent, si Macklin Celebrini signait à 20 millions, devenait le premier joueur de 20 millions de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, de l'histoire du plafond salarial, j'aurais pas été surpris. J'aurais absolument pas été surpris. Donc, le 18,8 en tant que tel, aucun problème. Et même quand on compare aux autres joueurs générationnels, à ceux qui ont fait des choses comparables à Celebrini dans les 2-3 premières années de leur carrière, je veux dire, McDavid et Crosby ont gagné le trophée Hart à l'an 2. Alexander Ovechkin était un marqueur de 50 buts comme recrue et il a gagné le trophée Maurice Richard 1 million de fois par la suite. Quand on compare à ces gars-là, donc qui se méritaient déjà le titre ou d'être dans la conversation soit de meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, soit de meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey dès leur contrat d'entrée, c'est tout à fait comparable. Bon, vous regardez ça ici, vous vous dites non, 8,7 millions pour Crosby, 9,54 pour Ovi, 12,5 pour Connor McDavid. C'est parce que, bien sûr, il faut comparer en pourcentage de salaire. Donc, Macklin Celebrini, à 18,8 millions, vous le voyez ici, c'est un peu plus que McDavid et Crosby, mais c'est moins que ce qu'Alex Ovechkin avait signé à l'époque. Donc, 16,82 pour Alex Ovechkin, 15,72 pour McDavid, 15,34 pour Sidney Crosby. Et on voit comment les pourcentages occupés sous le plafond salarial de ces gars-là ont évolué au fil des 5 premières années. Je m'en suis tenu à 5 ans parce que Celebrini, c'est un contrat de 5 ans. C'est assez intéressant parce que c'était aussi un contrat de 5 ans pour Sidney Crosby à l'époque. Donc, quand on regarde ça sur les 5 premières années, évidemment, dans le cas de Macklin Celebrini, c'est des estimés. On a
le target, on a le chiffre approximatif où ça va se situer en 27-28, pardon, l'année où ça va commencer pour Celebrini. Après ça, c'est l'estimé le plus positif parce que le plafond salarial monte de 9% depuis quelques années et on s'attend à ce que ça continue ainsi. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas. On va regarder l'évolution du plafond salarial dans les prochaines minutes, mais pour le moment, le contrat de McLean Celebrini pourrait en être un qui vieillit très bien pour les Sharks de San Jose, malgré sa courte durée. Ça, c'est si le plafond continue de monter de la sorte. Sauf que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, puis c'est drôle parce que les trois autres gars sont des bons exemples pour des raisons différentes. Dans le cas de Crosby et Ovechkin, il y avait eu un lockout en 2012-2013 qui était venu écourter la saison. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez qu'à un certain moment, le pourcentage à l'an 5 des deux gars a remonté. Le plafond salarial en 2012-2013 avait légèrement diminué lors de la saison écourtée pour se remettre à monter à nouveau. Donc, c'est pourquoi vous voyez que le pourcentage entre l'an 4 et l'an 5 de Ovechkin et Crosby, je vous rappelle, ils sont entrés dans la Ligue en même temps, donc eux, c'est vraiment facile à les comparer. C'est littéralement les mêmes années. Là, l'an 1 du contrat, c'est la même saison pour les deux joueurs. Donc, ça avait remonté un petit peu. Dans le cas de Connor McDavid, c'est malheureusement une pandémie qui est venue complètement bousiller ça. Vous voyez que Connor McDavid, donc, après avoir signé son contrat de 12,5 millions de dollars, qui faisait à ce moment-là de lui le joueur le mieux payé de la Ligue, 15,72 %. Après ça, bang, 15,34, 15,34, 15,34, 15,23. C'est aussi une des raisons pourquoi Connor McDavid est demeuré le joueur le mieux payé de la Ligue pendant si longtemps, la fameuse stagnation du plafond salarial. Donc, il y a des chances que le contrat de McLean Celebrini vieillisse mieux que ceux de McDavid, Ovechkin et Crosby. Personnellement, donc, je vous le dis, moi, le 18,8, puis j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Laissez-moi le savoir en commentaire. Je comprends que les montants pour lesquels les joueurs signent cet été apparaissent astronomiques, apparaissent dérisoires, puis ça vous fait sourciller, mais considérant la nouvelle réalité, laissez-moi savoir en commentaire, vous regardez un 18,8 pour McLean Celebrini, vous dites-vous « aïe aïe » ou vous êtes comme moi, vous dites « ouais, OK, c'est la nouvelle LNH ». En termes de montant, pour moi, c'est tout à fait normal. Sauf que la question que je me suis posée quand j'ai vu ça, parce que, OK, et on a beaucoup parlé des fameux retours de contre-pont ensemble cet été. Je veux dire, Leo Carlson, Connor Bedard, il y en a eu d'autres. Le contre-pont est vraiment de retour dans la LNH. Sauf qu'en même temps, ici à Montréal, tu as Ivan Demidov qui a signé un plein 8 ans. C'est d'ailleurs la dernière année que tu peux signer un contrat de 8 ans. C'est les derniers moments. Là, aussitôt que la prochaine convention collective entre en jeu en septembre, bang! Le contrat de 8 ans, c'est terminé. Ça va être 7 ans la durée maximale d'un contrat. Je pensais qu'un joueur de la trempe de McLean Celebrini allait signer son 8 ans. Pour moi, la petite surprise est là. Quand je parlais que Celebrini allait peut-être devenir le premier joueur de l'histoire de la Ligue à signer pour 20 millions de dollars par saison, je considérais sur 8 ans. Je pensais qu'on allait aller là avec lui. Et donc, pour cette raison-là, je me suis posé la question, est-ce que les Sharks de San Jose, avec un contrat de seulement 5 ans pour McLean Celebrini, viennent peut-être un petit peu de bousiller ce qui s'enligne pour être potentiellement la plus belle fenêtre d'opportunité des 10 prochaines années dans la LNH. On est plusieurs à regarder les Sharks de San Jose avec McLean Celebrini à la tête de cette équipe-là et se dire, c'est potentiellement l'équipe à battre dans les 10 prochaines années. C'est peut-être la formation qu'on va regarder dans 10 ans et se dire Blackhawks de Chicago, Penguins de Pittsburgh, les deux équipes de la Floride, peu importe. Là, Blackhawks et Penguins, bien sûr, pour les années 2010, les deux équipes de la Floride pour le début des années 2020. C'est peut-être eux les prochains. Mais là, avec ce contrat de seulement 5 ans pour McLean Celebrini, moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce qu'on vient un petit peu de faire un accro, de rater une opportunité, de l'avoir pour 8 ans et de cimenter son montant? Pourquoi je pose cette question-là? Bien, revenons au pourcentage de nos joueurs générationnels. Vous avez remarqué qu'à l'an 1, le 15,34 de Sidney Crosby, il est en jaune. Pourquoi? Bien, ça, c'est l'année de la première conquête de la Coupe Stanley de Sidney Crosby. À la première année de son contrat, à l'an 4
de sa carrière. Donc, Sidney Crosby, avec les Pingouins à l'époque, avait participé à la finale de la Coupe Stanley à l'an 3 sur la dernière année de son contrat de recrue. Et l'année suivante, en 2008-2009, gagne la Coupe Stanley avec les Pingouins de Pittsburgh. Et là, je voulais mettre en argent, à tout le moins, les premières participations à la finale d'Ovechkin et McDavid. Et vous remarquez que, il n'y en a pas. Aucun de Ovechkin ou McDavid n'a atteint la finale dans les 5 premières années de son deuxième contrat. Et Sidney Crosby, au final, a atteint la finale de la Coupe Stanley lors de la première année de ses 5 ans du deuxième contrat. Et c'est tout. Il a reparticipé au final de la Coupe Stanley à 2 autres reprises. Il les a gagnés, bien sûr, en 2016 et 2017. Sur son 3e contrat, qui était le fameux contrat de 12 ans d'ailleurs. Et Ovechkin, lui, le deuxième contrat était directement l'énorme contrat qu'il avait signé, qui était possible de signer à l'époque là, pour des durées d'au-dessus de 10 ans. Ovi, c'est beaucoup plus tard dans son contrat, qui a finalement participé à une finale de la Coupe Stanley. Et McDavid, même chose, c'est finalement à l'an 6 et 7 qu'il a participé aux finales de la Coupe Stanley. Donc, la véritable fenêtre des Sharks de San Jose, est-ce qu'elle va venir sur ces 5 ans-là de contrat de Macklin Celebrini? Peut-être. Je veux dire, regardez les Blackhawks de Chicago. Ils ont été capables, avec des jeunes Jonathan Toews, Duncan Keith, Patrick Kane, sur des plus petits contrats, d'atteindre et de gagner leur Coupe Stanley. Les gros contrats de Patrick Kane et Jonathan Toews de 10,5 millions sont finalement entrés après la dernière conquête des Blackhawks de Chicago. Ils n'ont jamais été les mêmes après ça. C'est-tu là qu'elle va être, la véritable fenêtre des Sharks de San Jose, ou ça va être après? Et pourquoi je dis que ça peut être problématique? Là, ça va dépendre de Macklin Celebrini. Parce que Sidney Crosby, lui, de façon célèbre, a décidé que 8,7, c'était son chiffre pour le reste de sa carrière. Oui, il a disputé ces 5 années-là, mais quand il a signé le contrat de 12 ans, c'était encore pour 8,7. Donc, son pourcentage sous le plafond a constamment diminué. Connor McDavid, pour des raisons complètement différentes, lui, il n'a pas encore gagné la Coupe Stanley, finalement, sur son deuxième contrat. Les Oilers, c'est une organisation pitoyable, ça, ce n'est que mon opinion, mais il a décidé de leur donner une dernière chance de faire que, hey, je vous traîne sur mon dos, là, j'ai une scoliose sévère à cause de ça, j'en transfère un petit peu à Léon là, de mon poids, mais je porte la majorité des espoirs de l'équipe sur mes épaules depuis tellement longtemps. Aidez-moi, je vous redonne 2 autres années où soudainement je suis une aubaine à 12,5, mais entourez-moi. Macklin Celebrini, qu'est-ce qu'il va faire après ce contrat-là? Est-ce qu'il va signer à la Austin Matthews des contrats courts et toujours aller chercher le maximum d'argent possible? Est-ce qu'il va signer un contrat à long terme? 7 ans, je vous rappelle ce qui va être possible de signer après ça, pour un montant similaire. Peu importe. Quand je dis un montant similaire, je parle en pourcentage de plafond sous de pourcentage occupé sous le plafond salarial. Parce que s'il repart à un 15,34 dans une couple d'années, ça change les choses pour les Sharks. Ces 3 dernières années-là qui étaient possibles pour les Sharks de San Jose d'avoir Macklin Celebrini. Imaginez s'il était barré, soit à 18,8, soit à 20, peu importe, aux alentours d'un 11, d'un 12 on vient peut-être de rater ça. Regardez à l'an 5. Ça, c'est avec les gros estimés. Là. Macklin Celebrini va déjà être toute une aubaine. Il va à l'an 4 et 5 de son contrat, là, donc 27, 28, 29, 2030, 31 et 2031, 2032. D'après moi, Macklin Celebrini va être la plus grosse aubaine de la Ligue nationale de hockey. Aucun doute à mon avis. Par contre, il y avait peut-être un autre 3 ans où il aurait pu l'être. Nathan MacKinnon, avec l'Avalanche du Colorado, c'est là qu'il a gagné sa Coupe Stanley. Sidney Crosby, c'est plus tard. Ovechkin, c'est plus tard. Et McDavid, encore pas fait. Donc, je me pose cette question-là concernant Macklin Celebrini. Et afin d'illustrer ça, je suis allé regarder, il y a un compte Instagram qui s'appelle Sportsball. Je vous invite à le suivre, là, c'est franchement intéressant. C'est un dude qui fait des dessins, là, puis avec des statistiques et tout ça, c'est vraiment intéressant. Qui m'a mis la puce à l'oreille. Je suis allé regarder. Et ça ici, c'est l'évolution du plafond salarial. Depuis donc 2005-2006. L'année que vous voyez en bas, là, donc c'est l'année où la Coupe Stanley est gagnée. Donc 2005-2006, la première, jusqu'à aujourd'hui, 2025-2026. Et vous voyez que, à part 2 moments très précis, donc 2012-2013, une saison écourtée, et ensuite de ça, une pandémie, le plafond a toujours monté de façon constante. Là, on est à une ère où ça n'a absolument aucun bon sens. On est dans l'ordre du 10 %. Avant ça, c'était plus
dans l'ordre du 5 % par année. Il y avait aussi certains moments là, où ça stagnait, mais pour de très courtes durées. Vous voyez en 2009-2010, vous voyez 16-17, là, ça ralentissait, mais il y avait quand même toujours une augmentation du plafond salarial, à part quand il y a conflit de travail ou pandémie. On va espérer que bon, le conflit de travail, ça n'arrivera pas. La convention est réglée. J'allais dire, on ne le souhaite pas. Mais pandémie, surtout, on ne le souhaite pas, s'il vous plaît. Ou de guerre civile aux États-Unis. Rien que tout ça, s'il vous plaît. Troisième guerre mondiale. Non, on ne veut pas ça. On veut pas ça. On veut pouvoir vivre dans la paix. Donc, on regarde ça ici. On se dit, ça serait normal que le plus haut salarié de l'équipe championne de la Coupe Stanley ait suivi cette ligne-là, right? Et quand on regarde ça, absolument pas. Regardez ça ici. Donc, au début, les 4 premières saisons de l'ère du plafond salarial, ça faisait ça effectivement. Les Hurricanes de la Caroline en 2006, les Ducks en 2007, les Red Wings de Détroit en 2008, Sidney Crosby, donc sur son deuxième contrat en 2009. Puis après ça, boum, ça a chuté avec les Blackhawks de Chicago, les Bruins de Boston, les Kings de Los Angeles qui se sont partagés ces Coupes Stanley-là. Et bang! Ça remonte après ça, une première explosion en 2016, 2017 et 2018 qui est restée là, c'était Gino et Ovi. Après ça chute lors des Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis seront probablement pour toujours une anomalie là, quand on regarde les équipes championnes de la Coupe Stanley à l'ère du plafond salarial. Avant de revenir donc à 9,5 millions, 10 millions, 9,75. Sauf que ça ici, ce sont tous des contrats signés à l'ère de la stagnation. D'après moi, ce qui risque d'arriver, c'est un autre bond comme celui qu'on voit entre 2015 et 2016, très prochainement. De premiers contrats signés en ce moment vont commencer à entrer, là, et je ne serais pas du tout surpris qu'on passe de l'ordre du 10-11 millions à boum, au moins 15 millions d'un coup. Ça ne va pas se faire tout de suite, parce que pour le moment, regardez les équipes qui ont des joueurs à ce montant-là. Ce sont majoritairement des jeunes formations. Les Ducks d'Anaheim avec Carlson, Macklin Celebrini et les Sharks, Connor Bedard et les Blackhawks de Chicago. La seule anomalie pour l'instant, le Wild du Minnesota, qui est une équipe qui essaie de gagner la Coupe Stanley avec un contrat de 17 millions, celui de Kirill Kaprizov. Est-ce que, par contre, le Wild va être en mesure d'aller gagner une Coupe Stanley? Personnellement, je ne les aurais pas dans le top 3 des équipes aspirantes pour les 3-4 prochaines années. Peut-être même pas le top 5, pour être honnête, mais ce serait peut-être la seule équipe. Et sinon, à partir de l'an prochain, il y a le Wild parce qu'il va s'ajouter en plus à Kirill Kaprizov, Quinn Hughes, mais l'Avalanche du Colorado, quand Cale Makar va signer son contrat et l'Avalanche va demeurer une équipe championne. Peut-être que l'Avalanche va être cette première équipe-là. Sinon, ça va être quand la prochaine vague d'équipes va arriver. Et bon, je vous vois venir là, immédiatement. Peut-être qu'au contraire, c'est le Canadien qui va gagner une coupe qui en premier dans les jeunes équipes qui va faire en sorte que ça va rester dans ces eaux-là. Ce que je trouve intéressant de ce graphique-là, en fait, là, recomparons à nouveau. Donc, vous voyez, l'augmentation du plafond salarial, c'était des pieds égales ou presque. Le meilleur joueur, le joueur le plus payé plutôt des équipes championnes de la Coupe Stanley, non, ça ne monte pas. C'est que les équipes qui ont du succès, c'est un peu la preuve que ce ne sont pas celles qui payent le plus le gros joueur, mais qui distribuent le plus l'argent. Sauf que, je vous invite à remarquer un petit peu les anomalies. Quand je dis les anomalies, là, pour moi, ce serait peut-être ici le 8,7 de Crosby. Regardez comment c'est plus haut par rapport aux autres. Regardez ici les 9,5 de Gino et de Ovi par rapport à l'année juste avant et aux années après, avant que finalement d'autres contrats là, embarquent dans ces eaux-là. Ben, ce sont des joueurs soit générationnels, soit pas générationnels, mais de vrais joueurs de franchise. Gino Malkin, qui a gagné un trophée Hart, qui a gagné un trophée Conn Smythe. Regardez, Crosby, Ovi, Gino. Et Macklin Celebrini, bien sûr, en ce qui me concerne, entre dans cette catégorie-là. Il entre dans cette catégorie de joueurs générationnels que, même s'il est ton joueur le plus payé et un des joueurs les mieux payés de la Ligue nationale de hockey, je ne pense pas que ça va venir contrecarrer l'évolution des Sharks de San Jose. Ça va être beaucoup plus, comme toutes les équipes qui ont un joueur de cette trempe-là, comment on gère les contrats qui entourent Macklin Celebrini. Quels seront les contrats des Askarov, Will Smith, Michael Misa de ce monde? Comment on va réussir à faire carrer tout ce monde-là dans l'échiquier salarial? Est-ce que pour quelques années, on va être capable de regarder le 18,8 de Macklin Celebrini et faire, regardez, est-ce que là, c'est le meilleur joueur de la Ligue ou
top 2, top 3 de la Ligue, peu importe où il va se situer dans les 5 prochaines années, bien vous, même avec l'évolution du plafond salarial, vous allez tous être en dessous de ce gars-là. Un petit peu comme Nick Suzuki a été à bien moindre échelle, là, soyons honnêtes, avec le Canadien de Montréal pendant longtemps. Ça va être super intéressant à surveiller, mais en ce qui me concerne, le contrat de Macklin Celebrini, aucun problème avec. Si ce n'est que être les Sharks de San Jose, j'aurais vraiment essayé de le signer pour 8 ans, mais je pense que quand tu as un gars comme ça, tu lui donnes exactement ce qu'il veut et tu t'arranges pour ne pas merder autour de lui. Qu'est-ce que tu penses du nouveau contrat de Celebrini? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça ne va pas handicaper ou ça ne devrait pas handicaper les Sharks de San Jose? Est-ce que tu te dis au contraire, non, le 5 ans, ça va faire un peu mal, ça aurait dû être 8 pour vraiment maximiser le potentiel de cette équipe-là? Laisse-moi le savoir en commentaire. On parle beaucoup de contrats. Tu veux connaître les 10 pires de la Ligue selon The Athletic en vue de la saison 2026-2027? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!